Bonsoir à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous de votre émission de tous les soirs sur New World Info 1. Nous commençons bien sûr ce soir par le décryptage et pour passer la loupe pour l'actualité. Nous avons sur notre plateau notre éditorialiste maison, Mamadou. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Nous allons évoquer le Maroc. Quand on vous dit d'abord Maroc, quelle idée vous vient en tête? En fait, quand on dit Maroc, pour ceux qui ne connaissent pas le pays, c'est l'aspect infrastructure, c'est les études. Ils offrent des bourses d'études aux étudiants. C'est un espace extrêmement intéressant d'un point de vue touristique quand on pense à Rabat, à Casablanca, etc. C'est la première chose qui vient. L'autre chose, c'est le roi Hassan II, parce que moi, je l'ai très bien connu. Il a impressionné les gens un peu partout. C'est les deux choses qui me viennent à l'esprit en premier quand on parle du Maroc. Justement, nous allons rester dans le contexte pour vous dire que Mohamed VI célèbre ses 20 ans de règne. Nous allons parler un peu de tout ce temps, 20 ans de règne, puisque c'est un roi au Maroc, vous l'avez tantôt souligné. 20 ans sur le plan social, qu'allons-nous retenir de concret? Difficile de faire un bilan parce que la monarchie marocaine n'est pas encore complètement une monarchie constitutionnelle ou bien une monarchie parlementaire. Cela fait que jusqu'en 2011 pratiquement, quelles étaient exactement les prérogatives du roi, quelles étaient exactement les prérogatives du parti qui est là, qui dirige le pays, ça n'a jamais été véritablement clair. Mais il faut reconnaître qu'avec la venue de Mohamed VI, il y a eu quand même un certain nombre de choses. La première chose, il a essayé de résoudre un problème que le Maroc a gardé pendant fort longtemps, juste après les années 60, pratiquement jusqu'aux années 80. Le roi Hassan II a tenu ce pays avec une main de fer. On a amené les gens dans des prisons dans le désert, d'autres ont quitté le Maroc, des Marocains ont été assassinés même au niveau de la France. On se posait énormément de questions sur ce régime. Sur ce plan-là, il a quand même amené quelque chose en proposant la réconciliation. Du point de vue infrastructure également, oui, il faut reconnaître qu'il a changé ce pays du point de vue infrastructure. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois seulement, il venait d'inaugurer pratiquement le premier TGV au niveau de l'Afrique, même si ce n'était pas complètement tout près, mais c'était aussi un investissement extraordinaire en matière de mobilité pour les populations. L'autre élément, c'est l'élargissement des droits des femmes, puisque là également, il y avait un flou entre la tradition et les textes. Il a quand même fait un pas, même si les femmes se plaignent en disant que ça ne suffit pas. D'un point de vue politique, le pas le plus intéressant intervient avec la Constitution de 2011, où on voit le Maroc aller vers une monarchie parlementaire. Présentement, par exemple, c'est le PJD, le parti islamiste, qui avait gagné les dernières élections législatives, qui est titulaire du poste de Premier ministre au Maroc. Parce qu'il y a un Premier ministre et le Premier ministre est choisi à partir du parti qui est majoritaire au niveau de l'Assemblée. Donc voilà quand même un certain nombre d'actions qu'on peut dire comme étant des actions positives qu'on peut mettre au roi actuel, malgré sa discrétion, parce qu'il est tout le contraire de son père sur ce plan-là, qui était quelqu'un de très médiatique par rapport à lui. Alors, nous allons revenir un peu sur son bilan politique quand on voit Mohamed VI, qui est sur tous les fronts, vous l'avez dit, on le voit sur tous les écrans pratiquement, qui essaie de faire autrement la politique. Quand on parle de Maroc dans le temps, ce n'était pas vraiment ça. Mais avec le départ, enfin, la mort de son papa, et il est venu au pouvoir 20 ans après, on a vu pas mal d'évolutions. Et tout récemment, cette union ouest-africaine dont le roi a voulu vraiment que son pays intègre. Comment cela semble être aussi facile au jour d'aujourd'hui quand on parle de Maroc et tout ça là passe comme sur une lettre à la poste? En fait, moi je me dis que Mohamed VI fait une bonne lecture aussi bien du contexte marocain que du contexte africain. Quand je parle de lecture du contexte marocain, le roi Hassan II se voulait en quelque sorte un mythe. Il se surnommait le neveu du prophète, l'émir des croyants. Bon, il y a un certain endoctrinement
qui avait été fait par rapport aux populations marocaines, particulièrement par rapport aux populations rurales. Oui. Mais malgré que c'était quelqu'un qui dirigeait avec une poigne de fer, quand Hassan II allait quelque part, fallait voir comment les Marocains couraient pour accueillir le roi. Mais c'est un roi après tout, il faut l'accueillir. Oui, mais progressivement, Oui. ces choses ont commencé à diminuer parce que le roi n'était pas en mesure de satisfaire les problèmes des populations. Mieux, il y avait de la contestation. Parce qu'il y a, comment il s'appelle encore, Yassine, qui était là, qui lui-même contestait la légitimité de la royauté. Qui lui contestait également le fait qu'il défendait sa parenté avec le prophète de l'islam pour expliquer aussi sa légitimité. Donc c'est quelqu'un qui a été bousculé jusqu'à la fin de sa vie. On ne voulait pas l'entendre parler. C'est sa fille qui a repris le flambeau, Nadia Yassine, qui continue également à contester la monarchie, mais c'est encore une minorité au Maroc, cette contestation de la monarchie. La lecture de l'Afrique, son père avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. Parce qu'il y avait le fameux problème de la République arabe sahraoui démocratique. Oui, on va forcément revenir là-dessus. Qui avait été simplement invité, qui n'était même pas encore reconnu. Le Maroc n'en a pas voulu entendre parler. Hassan II a fermé la porte et il a ouvert plutôt la porte vers l'Europe. Il était allé même à l'époque jusqu'à demander à adhérer à l'Union européenne. La CEE à l'époque même, parce qu'on n'était pas encore à l'Union européenne. Donc ça montre que son fils va carrément à contre-courant sur ce plan-là, en termes d'ouverture à l'intérieur du pays, mais également en termes d'ouverture vers le continent africain, d'où son retour d'abord au niveau de l'Union africaine, qui est effectif, mais mieux, le Maroc demande à être membre de la CEDEAO. Ça a été déjà discuté dans un certain nombre de sommets avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais ça montre que le Maroc revient dans son continent pour faire partie de ce continent africain. Et ce n'est pas pour rien que le Maroc revient, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'Afrique intéresse actuellement pratiquement toutes les puissances du monde. Quand on parle du Maroc, peut-on dire que c'est un royaume ou un pays qui a un président aujourd'hui? C'est un royaume. C'est un royaume. Il faut dire que c'est un royaume avec un roi qui a un peu diminué, j'allais dire, l'extravagance de la royauté. Parce qu'il a même eu des problèmes avec les traditionalistes, les conservateurs du pays qui considéraient que le roi était un peu banal, si je peux l'appeler ainsi. Parce qu'il était beaucoup plus simple, aussi bien du point de vue habillement, du point de vue on l'a vu même lors de son déplacement en Côte d'Ivoire. Il était allé dans une boutique de prêt-à-porter. Mais on se dit, mais c'est trop facile ça, hein? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit c'est ça qui faisait la différence avec son père. Son père créait tellement un mythe que ses apparitions étaient à la limite un phénomène qui sortait de l'ordinaire. Lui, il se présente comme un Marocain, comme tous les autres Marocains. Et ça, les conservateurs, les tenants de ce pouvoir traditionnel se plaignaient en considérant que, bon, il était en train de devenir comme tout le monde, alors que c'est lui le roi du Maroc, c'est lui le souverain chérifien, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Et un souverain, quand même, il faut qu'il prenne, j'allais dire, toute sa souveraineté. C'est que lui, il ne semble pas faire, mais ça se comprend. Il faut dire qu'il a reçu cette éducation traditionnelle au niveau de la famille royale, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Mais c'est quelqu'un qui a accompagné son père Hassan II alors qu'il était tout jeune. C'est quelqu'un qui est allé N fois dans les pays européens, qui est allé étudier, qui a fait tout un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas ce Marocain qui a été conçu dans l'espace traditionnel de la royauté. C'est quelqu'un qui a vu de la démocratie ailleurs, c'est quelqu'un qui a vu des libertés ailleurs. Donc, mais comment cela a été possible quand on sait qu'un royaume, c'est un tout? Il a pu se démarquer malgré on sait, les notables, si on se permet de le dire ainsi, qui sont toujours là, mais il a pu se démarquer aujourd'hui comme ça. Hein. Mais il n'avait pas le choix. Parce qu'en fait, le Maroc d'il y a 30 ans, le Maroc du roi Hassan II n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Économiquement, socialement, le Maroc rencontre des difficultés. Et quand les populations rencontrent des difficultés, avec raison, la première autorité du pays est le premier responsable des difficultés. Alors que quand on est dans les monarchies, il y a cette particularité qui fait que le roi est une sorte de sauveur, un guide qui sort de l'ordinaire, capable de régler les problèmes. Et son père a souffert
et il n'a pas pu régler. Lui, il est tombé sur une période encore beaucoup plus difficile, où il prend l'héritage d'abord de son père et il rencontre une situation économique qui est encore beaucoup plus difficile, une situation sociale qui est encore beaucoup plus difficile. Et cela le poursuit parce que quand il a été intronisé en 99, quand il parlait, il s'était présenté comme le roi des pauvres. Parce qu'il y avait déjà le problème qui se posait et il a voulu être celui qui va se mettre à la disposition de ces populations démunies pour essayer de régler le problème. Mais malheureusement, le chômage, il est toujours là. Les difficultés économiques sont toujours là. Parce qu'à côté du Maroc, dont je parlais tout à l'heure, des infrastructures, des très belles avenues et tout, vous avez un autre Maroc à côté, de sorte que quand vous lisez tout ce que les spécialistes du développement parlent, on te dit qu'au Maroc, il y a une inégalité de développement sur le plan territorial. Il y a des espaces où quand tu viens, tu as presque l'impression que tu n'es pas loin de l'Occident. Il y a d'autres espaces, quand tu viens, tu te demandes est-ce que tu es toujours au Maroc, dans le même pays. Et ça a même suscité des soulèvements au niveau de ces espaces parfois où les populations ont réclamé qu'on regarde davantage de leur côté. Alors, on va s'intéresser un peu à ce côté de Sahara occidental qui fait toujours grincer le dent. Politiquement, comment se présente aujourd'hui ce tableau-là? Ce tableau se présente mieux parce que on n'est plus à 2 pas de la guerre. Je crois qu'il y a déjà ça. Il y a l'ONU qui est là-dessus. On parle comment on appelle ça encore, de référendum d'autodétermination, mais le Maroc n'est toujours pas totalement d'accord par rapport à ce référendum parce que pour le Maroc, cette partie, le Sahara occidental, fait tout bonnement partie du Maroc. Et quand je parlais d'Hassan II, il avait utilisé la méthode forte en disant aux gens, on va aller s'implanter, c'est le Maroc, ce n'est pas ailleurs. L'ONU a fait tout un ensemble de tractations par rapport à cette question, qu'on semble oublier parce que l'aspect militaire recule de plus en plus, qu'on semble oublier également parce que l'Algérie, qui a été un soutien de la République arabe sahraoui démocratique, ce qui en a fait un ennemi automatiquement du Maroc, a également reculé un peu, la Mauritanie, même chose, de sorte qu'on va plus vers un règlement diplomatique aujourd'hui de cette question que vers le règlement militaire qui a été pendant longtemps l'objet de tractations à ne pas finir pour éviter qu'on ne prenne les armes dans cette zone-là du Maghreb. En substance, le bilan de ce roi-là, qu'allons-nous retenir de précis? En fait, j'ai parlé tout à l'heure des aspects positifs. Oui, il y en a plein. Vous avez également des difficultés. Il y en a vraiment? Oui. Parce qu'on est un peu loin du pays. Et des fois, il y a des difficultés. Il y a la lenteur à aller vers cette monarchie constitutionnelle que tous les Marocains demandent. Parce que la majorité des Marocains ne demandent pas à ce qu'on remette en cause la royauté, mais ils veulent que le roi soit un roi comme la reine d'Angleterre. Que le roi ne se mêle pas des activités quotidiennes. Est-ce que cela est impossible aujourd'hui pour le Maroc qu'on connaît, pour ce Mohamed VI qu'on connaît, qui est sur tous les fronts à la fois? Mais c'est parfaitement possible parce qu'il n'a pas fait comme son père. Il a été plus discret que son père. Est-ce que le contexte s'y prête vraiment? Oui, le contexte s'y prête. Cette discrétion fait partie de ce qui peut sauver cette royauté au Maroc. Parce que s'il voulait se mettre au devant, aujourd'hui, avec toutes les difficultés à caractère économique et social, mais il n'y aura pas de fusible. S'il faut sauter, c'est le roi qu'il faut sauter. Alors qu'un roi, en principe, il ne saute pas. Il n'y a pas d'élection pour élire un roi. Donc, il a créé cette sorte de monarchie qui va vers une monarchie parlementaire, puisque c'est en fait ça, mais ça ne l'est pas encore d'un point de vue juridique, avec des textes, avec tout ce qu'il faut. Et ça permet que quand il y a des problèmes, c'est le Premier ministre qui est là, qui porte le chapeau. Quand ça ne peut plus rien faire, c'est en ce moment qu'il intervient. Il l'a fait quand il y a eu les problèmes au niveau du Rift, avec les révoltes, le mouvement Hirak. Quand les choses ont atteint un certain niveau, avec des manifestations immenses, des emprisonnements, etc., le roi est sorti, il a parlé. Il a pris la parole pour dire qu'il y a un certain nombre de décisions qui vont être prises. Donc, il se met carrément au-dessus de la mêlée. Et s'ils veulent préserver la royauté, c'est ça la solution. L'autre limite, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'aspect social, l'aspect économique, que le roi Mohamed VI même reconnaît. Il parle lui-même de limites d'un développement, mais un développement qui a été inapte à satisfaire les besoins pressants des citoyens. Donc, il reconnaît lui-même que les infrastructures, un certain nombre de choses qu'on peut considérer comme des acquis, n'ont pas pour autant réglé
un certain autre nombre de problèmes qui sont là, qui font partie des préoccupations des Marocains. Donc, sur le plan social, il y a un véritable problème parce qu'au Maroc, il y a des difficultés. C'est pourquoi ce n'est pas les gens qui viennent passer par le Maroc seulement pour aller en Europe. Les Marocains également tentent d'aller en Europe. Et généralement, quand les jeunes ont tendance à quitter un pays pour aller vers un autre pays, c'est parce que dans ce pays-là, économiquement, on a du mal à pouvoir s'épanouir. Mamadou Diouf, est-ce que l'avenir promet pour le roi Mohamed VI? Oui, l'avenir peut promettre s'il continue dans sa démarche et s'il accepte de lâcher encore plus de lest pour ce qui est de la gestion du pouvoir de tous les jours. S'il met en place cette monarchie parlementaire, il réoriente le Maroc vers l'Afrique, il a tout à gagner avec une telle attitude. Et avec ça, le Maroc peut se repositionner par rapport à l'Afrique, surtout avec la zone de libre-échange économique africaine. Et le Maroc a des choses à mettre sur ce marché. Justement, africain. sur cette question de la zone de la libre-échange économique continentale africaine, est-ce que le Maroc ne va pas vraiment bousculer un peu les choses quand on voit un peu ce qui se passe? Mais si, le Maroc va bousculer les choses. Ce n'est pas pour rien que quand le Maroc a voulu venir au niveau de la CEDEAO, son plus gros adversaire... Il y a le boulevard devant lui maintenant. Hein? Mais son plus gros adversaire, c'était le Nigeria. Le Nigeria, oui. Parce que le Maroc produit également, tout comme le Nigeria, et il y a certains produits marocains qui sont des produits de très bonne qualité. Donc, quand la zone de libre-échange sera là, les gens auront la liberté de choisir en fonction de la qualité et du prix. Et ça sera un intérêt pour le Maroc qui est plus avancé qu'une bonne partie des pays africains sur ce plan-là. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause. L'info, juste derrière, on va parler du Bénin. Bénin dans l'invité.